Bonjour et bienvenue dans Point de vue. Nous sommes aujourd'hui à Valloire, précisément au village sportif UCPA qui vient tout juste d'être rénové et qui se trouve ici même derrière moi. Alors la montagne pour tous, pour certains c'est une utopie, pour d'autres c'est un véritable leitmotiv. Il est vrai qu'un séjour au ski a un certain coût. Et pourquoi pas alors se tourner vers le monde associatif? C'est le thème de ce numéro de Point de vue. Notre premier invité sera tout d'abord le président de l'UCPA et puis notre second invité sera le président de la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins de montagne. Point de vue et le monde associatif au cœur de la montagne, c'est le thème de ce nouveau numéro de Point de vue tourné ici même à Valloire, les pieds dans la neige. L'Union des centres de plein air est une association qui est née en 1965. Elle compte une cinquantaine de centres dans le monde, en France et notamment évidemment à la montagne. Alors nous sommes ici à Valloire puisque le village sportif UCPA de Valloire vient tout juste d'être rénové et nous accueillons pour cette émission le président de l'UCPA, Alain Chrisnart. Bonjour. Bonjour. Merci finalement de nous accueillir. C'est vous qui de nous accueillez m'accueillir ici. devant vous. Alors, ce centre vient tout juste d'être rénové. Oui, c'est une rénovation profonde, puisqu'on a dû interrompre l'activité du centre pendant 18 mois. Donc c'est une restructuration vraiment du bâtiment pour à la fois augmenter sa capacité et puis adapter l'hébergement à de nouvelles clientèles. Les familles, les personnes en situation de handicap. Et puis globalement, c'est un établissement qui avait vieilli, évidemment. Après d'autres rénovations en montagne. Oui, beaucoup de rénovations en montagne, des bâtiments qui ont été construits il y a longtemps, la nécessité de l'adapter aux besoins nouveaux, à de nouvelles clientèles, je le disais. Donc on a des rénovations d'ailleurs qui sont prévues là, à Val d'Isère, à Valseny, à La Contamine, à Saint-Sornin. Enfin voilà, c'est une programmation de rénovation. Parce que si on veut continuer à exister dans les décennies qui viennent, il faut qu'on investisse dans la rénovation et dans l'extension. Alors, expliquons maintenant, revenons sur ce qu'est réellement l'UCPA. Qu'est-ce que c'est cette association? C'est bien encore une association qui est née, je le disais, en 1965? Oui, alors elle est même née en 1945-46, au sortir de la guerre. Il y avait l'Union des centres de montagne et l'Union nautique française, créée par des résistants, pour que la jeunesse revigore en santé physique et morale après les épreuves de la guerre. Et ça a fusionné en 1965. Voilà. Alors, non seulement c'est toujours une association, mais c'est même maintenant deux associations. Il y a une association UCPA Sport Vacances, donc pour les séjours de vacances avec hébergement, et une association UCPA Sport Loisirs pour les équipements que nous animons par délégation des communes, les piscines, les centres équestres, les patinoires, etc. Alors ce sont des associations, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de bénéfices, enfin du moins tous les bénéfices que nous faisons, quand il y en a, nous les réinvestissons dans l'amélioration de nos centres. Nous ne distribuons pas évidemment de dividendes. La gouvernance est entièrement bénévole. Donc on a gardé l'esprit d'association avec une activité qui évidemment doit être très professionnelle. On est une entreprise et une association. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle maintenant, c'est une catégorie générale, l'économie sociale et solidaire. Finalement, ça fonctionne comme une association avec une assemblée générale, un conseil d'administration et vous-même vous êtes bénévole. Oui, un bureau, tout le monde est bénévole. C'est une association d'associations, parce que dans le conseil d'administration et dans l'assemblée générale, on a d'une part les mouvements de jeunesse, donc les Hauts-Lagrange, les scouts en tout genre, les syndicats étudiants, l'UNEF, la FAGE, etc. D'autre part, les fédérations sportives des sports que nous pratiquons, et puis l'État, différents ministères qui sont présents. Alors les missions de l'UCPA, c'est quoi? C'est d'envoyer le plus de monde possible en vacances à la montagne? Notamment la montagne, mais oui, alors c'est d'envoyer à la montagne, mais pour y faire du sport. On considère qu'on est éducateur sportif, on a une pédagogie. On ne vient pas à l'UCPA pour faire du sport de haut niveau nécessairement, bien sûr, mais c'est le sport santé, le sport rencontre, avec une priorité pour la jeunesse. La jeunesse, ça va chez nous jusqu'à 40 ans, mais évidemment, on ne mélange pas tout le monde. Donc on a des stages pour les enfants, des stages pour les adolescents et des stages pour les jeunes adultes. À une époque, le public de l'UCPA, c'était quoi? C'était plutôt les 18, 30, 35 ans? Jusqu'à 40 ans, ça s'est bien élargi maintenant? Non, on a toujours été de 7 ans à 39 ou 40 ans. On a toujours eu des colonies de vacances pour les enfants.
puis après les adolescents qui sont très demandeurs de sport, comme on sait, puis les jeunes adultes, et puis maintenant, comme les gens sont en bonne forme, on va en effet jusqu'à 40 ans. En quoi finalement ce côté associatif vous permet de proposer quelque chose de différent, peut-être d'accessible, notamment quand on parle de montagne? Ça veut dire que les prix sont moins chers, et pourquoi? Comment? Oui, alors associatif, c'est un esprit, hein, on a des valeurs aussi, on ne cherche pas simplement à vendre et à faire du commerce. Les prix sont en effet moins chers, hein, on propose des séjours tout compris, hein, y compris le transport, et les remontées mécaniques bien sûr, et la nourriture, qui sont de 550 € pour les individuels, moins 500 € pour les jeunes de 18 à 25, 300 € pour les scolaires. Donc évidemment, ça ne se compare pas avec d'autres tarifs. Alors comment on y arrive? Comme je vous disais, on ne distribue pas de bénéfices à des actionnaires, et puis on a une gestion très serrée, très professionnelle, des successions de stages. Les stagiaires font un certain nombre de choses eux-mêmes quand même, hein. Il n'y a pas de service à table, on leur donne un balai. Il y a ce côté collectivité. Voilà. C'est collectivité, on vient pour faire du sport, c'est confortable, mais c'est rustique, c'est pas des séjours de luxe. Voilà. Et vous attirez du coup plutôt les jeunes, vous les attirez? On attire les jeunes. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que... Parce que la population vieillit, non, des gens qui vont à la montagne? Oui. D'abord, je voulais souligner que les tarifs que je vous donne, ce n'est pas nécessairement les tarifs que payent les gens, parce qu'on a plus de 60% des personnes, des jeunes qu'on reçoit, qui sont aidés, hein, par des comités d'entreprise, par des collectivités, etc. Donc souvent, ils payent Il y a encore moins. des remises. Voilà. Alors, après, les jeunes et la montagne, c'est le sujet du colloque qu'on va faire, hein. Il y a un problème de prix. Alors nous, on pense qu'on a des prix qui sont accessibles à beaucoup de jeunes. Bon, et encore une fois, certains de nos publics sont aidés. Après, on a un problème de concurrence. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres vacances. On a peut-être un problème aussi de l'après-ski. Hein, c'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs dans la concurrence internationale cette fois-ci, certains pays travaillent beaucoup sur ce qui se passe une fois qu'on a fini de skier à 16h ou 17h selon la saison. Et puis les jeunes, ils sont sur le digital, ils sont un peu sur le multi-activité. Il faut s'adapter, il ne faut pas évidemment vivre sur ses lauriers. Voilà, le ski va évoluer, mais on ne pense pas que ce soit une activité qui soit dépassée. Et on pense que les jeunes vont continuer d'y trouver un intérêt. Mais évidemment, il ne faut pas que ça continue à vieillir, parce que si les jeunes ne font pas de ski, les enfants des jeunes en feront encore moins. Donc là, il y a un risque, bien sûr. Vous emmenez finalement des vacanciers en altitude et vous ne formez pas forcément des amoureux de la montagne. C'est bien un petit peu la différence. C'est bien des vacanciers que vous emmenez en altitude. Il n'y a pas de notion de formation chez vous? Si, bien sûr. Je vous dis, il y a une notion de formation? Alors, on fait deux sortes de formations, hein. Je veux dire, les gens qui viennent à l'UCPA, ce n'est pas pour faire 2 heures de ski dans la semaine, hein. Donc, ils font du ski, ils apprennent à faire du ski selon leur niveau. On a même mis au point pour les adultes débutants qui n'ont pas fait de ski quand ils sont enfants, qui donc ont un peu peur de glisser autrement qu'il faudrait, on a mis au point des stages spéciaux débutants adultes. Donc, on forme en permanence, on forme les gens à un sport. Et puis, par ailleurs, y compris à Valloire, on forme aussi des moniteurs, hein. On a toute une activité de formation indépendamment des séjours offerts à ceux qui viennent. Et après, est-ce que ces vacanciers qui viennent, il pourrait y avoir pour eux une espèce de notion d'autonomie, savoir évoluer seul en montagne, que ce soit en ski de rando, en alpinisme ou autre? Il y a ces notions-là chez vous? Il faut trouver des compromis responsables entre autonomie et sécurité. On a par exemple pour les jeunes, à partir de 16 ans, on a un produit qu'on appelle Pure Action, qui est justement axé sur l'autonomie et responsabilité. Donc on vérifie le niveau des gens, on leur donne des consignes précises et ils sont en effet largement autonomes, à condition de suivre des consignes précises et de ne pas se situer en risque évidemment. Finalement, qu'est-ce que ça vous apporte en plus d'être une structure associative par rapport à d'autres structures? C'est quoi? C'est les tarifs, c'est la manière de penser montagne, qui est une manière de dire on se comporte bien en montagne, on est avec des gens responsables et on se choisit entre nous. Qu'est-ce que ça apporte en plus, ce côté associatif à l'UCPA que vous préservez? Oui. Non, mais il y a des gens très bien qui ne sont pas associatifs, hein, mais nous, on veut rester associatifs. Fondamentalement, indépendamment des prix, de l'absence de distribution du bénévolat, etc., c'est parce qu'on a des valeurs, on a un ensemble de valeurs. Les associations, elles se caractérisent par leurs valeurs. Donc on accueille tout le monde, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des gens en situation de handicap. On veut aussi
les faire progresser. On veut aussi organiser la rencontre. On veut éviter la ségrégation sociale. Dans les centres, y compris à Valloires, on a des publics en difficulté sociale que l'on met avec les autres, par groupe de 4 ou 5, en les encadrant spécialement, des gens qui ne sont jamais partis en vacances. Voilà. Ça, c'est notre projet éducatif et social. Bon, maintenant, d'autres sans structure associative peuvent le faire, mais nous considérons que la structure associative nous motive en permanence pour rechercher cette sorte d'intérêt général quand même. Voilà. Les développements futurs maintenant de l'UCPA, on l'a compris, vous vous tournez de plus en plus vers les familles, plus seulement les individuels et les jeunes, mais vers les familles. C'est un des développements de l'UCPA? C'est un des développements. Il y a beaucoup de parents qui veulent partir avec les enfants. Donc nous, on avait une difficulté, c'est qu'on n'avait pas d'hébergement adapté. Évidemment, on ne peut pas mettre les familles dans un hébergement prévu pour les jeunes. Donc on va adapter certains locaux, les rénover pour pouvoir accueillir des familles. Puis après, chacun aura son activité sportive. Bon, cela étant, notre cœur de cible, ça reste quand même les jeunes. Ça reste quand même les jeunes. Mais par exemple, pour les familles, vous séparez après les activités sportives. Les parents vont avec un moniteur de ski, par exemple, et les enfants avec un autre moniteur de ski, ou alors la famille skie ensemble? Il faut voir selon les endroits et selon les niveaux. Mais enfin, en général, les niveaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Les parents ont déjà fait du ski, voilà. Et si les enfants comme les parents sont débutants, comme je vous le disais, la pédagogie pour un enfant débutant et pour un adulte débutant, ce n'est pas tout à fait la même. C'est pas tout, donc, voilà, donc techniquement, moi je ne suis pas un moniteur de ski, mais techniquement je pense que... Puis c'est pas mal non plus pour les enfants d'avoir une partie de leurs vacances où leurs parents ne sont pas là à côté. Hein. Donc ce projet éducatif de l'UCPA peut être, j'ai envie de dire, réaffirmé dans le monde actuel. Mais nous on pense qu'il n'a pas vieilli. D'ailleurs, comme je vous le disais, dans notre conseil d'administration, on a des jeunes, hein. Donc ce n'est pas composé de gens qui ont l'âge de l'UCPA uniquement. Et donc, oui, enfin, le sport comme formation, non seulement à l'activité sportive, mais aussi à vivre dans un monde compliqué, la rencontre des autres et pas nécessairement le ghetto social. On ne pense pas que ça ait vieilli. D'ailleurs, il y a des événements récents qui montrent que la lutte contre les ségrégations et contre les inégalités, y compris dans les vacances et dans le sport, c'est une bonne recette pour la France. Hein. Alors la suite des développements pour l'UCPA, Valloires vient d'être rénové ici même dans les Alpes. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'aspect montagne de l'UCPA? Oui, je disais tout à l'heure, hein, Val d'Isère, Val-Cenis, les Contamines, oui, Saint-Sorlin, un projet dans les Pyrénées aussi. Oui, on rénove, on a un plan de rénovation. On a dégagé des financements, notamment grâce aux lois sur l'économie sociale et solidaire, on émet des obligations spéciales associations chez nos partenaires coopératifs. Oui, on a un budget d'investissement significatif parce que sinon, évidemment, c'est sûr que ça améliorerait les comptes de ne pas faire d'investissement, mais c'est la mort à terme. Mais ça, c'est la partie rénovation. Est-ce qu'il y a un développement? Est-ce que vous voulez grossir? Avoir d'autres centres ailleurs, de nouvelles implantations, ça serait envisageable ça aussi? Alors en montagne pour l'instant, il n'y a pas vraiment de projet. On est plutôt sur la rénovation-extension, mais il peut y en avoir et il y en a dans d'autres activités de l'UCPA, oui, oui. Tout n'est pas fermé? Ah non, 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 rien n'est fermé. On saisit les opportunités. Alors vous savez, c'est compliqué de construire, il y a les règles d'urbanisme, il y a de ça, mais nous on croit en la montagne et dans l'avenir des sports de montagne l'hiver. Hein, Ça aurait pu être d'ailleurs ma première question et ça sera ma dernière. La montagne, ça représente quel pourcentage pour l'UCPA? Écoutez, nous, nos chiffres actuels, c'est on a 240 000 stagiaires sur une année. On en a 100 000 sur la montagne l'hiver et on en a 20 à 30 000 sur la montagne l'été. Donc vous voyez, au total, ça représente plus de la moitié. Donc la montagne est un secteur très très important pour vous, tout à fait, l'UCPA. Tout à fait, à tous égards. Merci à vous, Alain Chrisnart. Beaucoup. On rappelle que vous êtes le président de l'UCPA, l'Union des centres sportifs de plein air. Et nous étions ici à Valloires, dans ce site qui vient d'être rénové derrière nous. Merci à vous. Merci à vous. Près de 100 000 passionnés de montagne sont réunis sous une même structure, une même entité qui s'appelle la FFCAM, la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. À Grenoble, à Annecy, à Albertville, à Chambéry, à Chamonix également, vous retrouvez par exemple des CAF, des Clubs Alpins Français. Alors celui qui est à la tête de toutes ces structures, de l'ensemble de ces structures, c'est Nicolas Reynaud, le président de la FFCAM. Bonjour à vous. Bonjour.
Merci de participer à notre émission Point de vue en extérieur. Les pieds dans la neige. Les pieds dans la neige, c'est fort agréable. Alors effectivement, la FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne, c'est d'abord une idée de la montagne collective. Oui, c'est d'abord 145 ans d'histoire, 1874, création du Club alpin français, avec l'idée de rendre la montagne accessible à tous. Et pour rendre la montagne accessible à tous, eh bien, c'était l'idée d'abord d'aménager la montagne parce qu'il fallait bien rendre accessibles les massifs à l'époque, avec des réseaux de chemins, avec des hébergements, et puis aussi de transmettre toutes les techniques de progression de sécurité pour faire de la montagne. Et la dimension collective, elle est née avec le Club alpin français, puisque en montagne, on s'en sort parce qu'on est ensemble, parce qu'on la partage. On la partage à la fois dans la pratique, mais à la fois dans l'approche du milieu, dans les sensations, dans l'expérience finalement montagne qu'elle nous procure. Donc c'est vraiment une dimension importante, le collectif chez nous. Oui. Alors une question d'abord de dénomination. On parle de FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Très souvent, on connaît plutôt les CAF, Club Alpin Français, mais pas que. Alors pourquoi FFCAM? En 2004, nous avons changé les statuts pour autoriser des clubs qui ne s'appelleraient pas Club alpin français de rejoindre la fédération. C'est pour ça que nous avons changé le nom institutionnel, mais notre marque de fabrique, ça reste le Club alpin. D'ailleurs, notre slogan, c'est l'esprit Club alpin qui positionne bien à la fois le lien avec l'idée de départ du Club alpin français et puis les ambitions d'aujourd'hui et de demain de partager encore plus la montagne, de la préserver et de l'ouvrir à encore plus de monde. Alors vous parliez d'aménagement tout à l'heure. Vous gérez finalement combien de structures ou d'établissements dans les différents massifs français? On gère 120 refuges ou hébergements bord de route, de montagne ou de haute montagne, dans tous les massifs en France. On en gère même deux au Maroc pour vous dire, mais jusqu'au toit du Mont Blanc avec l'abri Valo qui est géré par la fédération, bien sûr les refuges de la voie normale du Mont Blanc et l'emblématique refuge du Goûter, mais pas que, plein de refuges aussi répartis de partout. D'ailleurs, qui monopolise beaucoup les forces de la fédération. On a lancé un plan de rénovation très ambitieux pour les 10 prochaines années pour essayer de faire en sorte que le parc d'hébergement touristique de montagne soit digne de la montagne française. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire que les refuges et certains établissements, ça vieillit un peu, il faut donner un petit coup de jeune et les rendre plus attirants pour qui? Déjà, il faut les mettre aux normes, oui, aux normes déjà d'hygiène et de sécurité, et puis il faut les mettre aux normes de confort. Alors il ne s'agit pas d'en faire des hôtels d'altitude, évidemment que non. Il s'agit de garder l'esprit d'hébergement collectif, mais où chacun puisse y séjourner en toute quiétude, en toute sérénité, où les gens qui y travaillent puissent aussi avoir des qualités de confort tout à fait acceptables, mais en gardant l'idée d'un hébergement collectif, d'une table que l'on partage et surtout de récits, d'expériences, de vécus qu'on va partager autour de la table. La clientèle qui va dans ces établissements, elle a un côté un petit peu plus exigeant qu'à une certaine époque? Pas vraiment, c'est difficile de généraliser. Tous les usagers ne réclament pas d'avoir une douche avec de l'eau chaude. Et d'ailleurs, dans tous les refuges, on ne pourrait pas mettre de douche et de production d'eau chaude de partout. Selon l'emplacement du refuge, la technologie et puis surtout le site nous impose tel ou tel niveau de confort. Mais on est quand même là pour répondre à l'obligation d'accueillir les gens dans des conditions décentes, normales, simple. Alors l'autre mission de la FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne, c'est l'encadrement des sports de montagne, tous les sports de montagne? Tous les sports de montagne non motorisés. Alors, de la spéléo jusqu'au parapente, en passant par l'alpinisme, toutes les formes de ski, le ski de randonnée évidemment, toutes les formes d'escalade, les sports aériens, j'en ai parlé, même la slackline, toutes les activités montagne sont présentes dans notre fédération. Il y a aussi une dimension de formation dans les publics que vous encadrez quelque part? Alors nous, oui, on a pour vocation de former tous les publics. Les publics d'abord qui ne seraient pas licenciés à la fédération peuvent aussi nous rejoindre. On organise des manifestations, des événements dédiés à la formation du grand public qui s'appelle Grand Parcours. On forme aussi bien sûr les pratiquants, les licenciés des clubs pour qu'ils puissent arriver à obtenir j'allais dire, c'est pas tout à fait des passeports, mais c'est les niveaux requis pour aller en montagne. Et puis on forme aussi nos cadres fédéraux qui nous permettent, à travers les 400 clubs de la fédération, de développer ces pratiques, de former les licenciés des clubs à travers une offre non marchande de formation. Dans tout ça, quelle est la force effectivement de l'associatif? C'est-à-dire qu'à un moment, on dit que le monde associatif doit permettre de rendre la montagne
moins cher. Est-ce que c'est le cas? L'idée, c'est de rendre la montagne accessible à tous. Pour la rendre accessible à tous, il faut offrir la possibilité à tout le monde, quelles que soient les personnes, les jeunes, les moins jeunes. Nous, il y a à peu près un tiers des licenciés qui ont moins de 25 ans, un tiers qui sont, on va dire, actifs, et puis un tiers qui sont retraités. À tous ces publics-là d'accéder à la montagne, mais aussi de se former en toute sécurité. La question du coût, elle est importante. Aujourd'hui, en moyenne, les gens payent 25 € pour être licenciés à la fédération. Il faut rajouter la part club qui est aussi autour de 24 € en moyenne. Bien sûr, c'est variable d'un club à l'autre. Et puis après, la part assurance. Donc vous voyez, il y a une licence qui permet de se former, qui permet d'accéder à toutes les pratiques montagne, qui permet d'avoir des réductions dans tous les refuges d'Europe, jusqu'à 50% sur les nuitées, pour un tarif relativement modique. Et qu'est-ce qui fait la force de l'associatif? C'est que les gens, ils vont se retrouver, ils vont partager leur passion, ils vont à la fois partager la pratique des activités, mais aussi l'amour de la montagne et l'envie de la préserver, l'envie d'éduquer d'autres publics à la spécificité du milieu montagnard. C'est tout ça qui fait la force de l'associatif chez nous. Vous avez ce slogan, l'esprit club. Est-ce que vous vivez quand même, vous aussi, comme bon nombre d'associations, une espèce de crise du bénévolat et des difficultés à encadrer, à gérer vos clubs? C'est assez variable d'un club à l'autre. On a 7600 bénévoles au sein de la fédération et ce nombre augmente d'année en année. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans une crise du bénévolat. On a d'ailleurs beaucoup de jeunes présidents de clubs et de jeunes présidentes aussi de clubs qui prennent ces responsabilités depuis 4-5 ans. C'est quelque chose qu'on encourage. On essaie de valoriser le parcours d'un bénévole au sein de notre fédération. Donc on a mis en place un plan à la fois de recrutement et de valorisation du bénévolat. Alors après, c'est sûr que d'un club à l'autre, il y a des disparités où d'un seul coup, pour diverses raisons de la vie personnelle de tout à chacun, il y a des baisses dans les effectifs de bénévoles, donc des crises passagères à droite à gauche. Mais vous avez suffisamment de bénévoles formés pour encadrer une sortie en montagne? Vous avez suffisamment de ressources quand même, globalement, sans parler d'un club en particulier, mais Nous, globalement? on délivre à peu près 1000 brevets fédéraux par an. Voilà. Donc sur nos 7000 bénévoles, vous voyez qu'il y en a 1000 qui se forment tous les ans et qui ont accès à un brevet fédéral. Un brevet, alors quelles sont les grandes étapes si on veut encadrer par exemple en escalade ou en ski? Comment ça fonctionne? Il y a déjà, si vous voulez, pour faire simple, tous les brevets sont construits à peu près de la même manière. Il y a deux grandes catégories de stages et de niveaux de formation. Il y a tout ce qui va être technique lié à la progression, à la sécurité, et puis tout ce qui va être lié à la pédagogie, à la prise de décision, à la conduite de groupe. Donc il y a à chaque fois deux grandes phases dans les différents cursus de formation, dans les différentes disciplines. Pour former un bénévole, il faut combien de temps? 1 année, 2 années? Il faut enchaîner combien de stages? Il faut enchaîner selon les disciplines. Ça va être plus facile de former un bénévole qui va encadrer de l'escalade en SAE que de former un bénévole qui va encadrer de l'alpinisme, évidemment. Mais on peut compter une quinzaine de jours de formation maximum, avec en parallèle du co-encadrement dans les associations et tout un vécu, tout un parcours déjà associatif. Une des forces également de la FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne, c'est cette implantation en ville. La montagne est en ville grâce aussi à vous. Je disais, il y a des clubs à Toulouse, à Grenoble, au cœur des villes. Et ça, c'est une force que vous vivez? À Caen, à Rennes, dans tous les territoires. À Paris, bien sûr, à Lille, à Strasbourg, à Mulhouse. Dans toutes les villes de France, il y a des clubs alpins qui sont implantés, dont certains sont implantés depuis le début, depuis 1874, 1875, ou les années qui ont suivi, où les citadins, pour eux, plus on est loin des massifs, plus il est nécessaire de se regrouper pour pratiquer l'activité finalement, ne serait-ce que pour mutualiser les frais de déplacement. Et du coup, ça vous amène un autre public finalement, le fait d'être implanté en montagne? Est-ce que vous arrivez à accentuer un certain renouvellement aujourd'hui grâce à cette implantation en ville? Oui, on a un renouvellement, on touche à peu près 25% de turnover tous les ans, donc on arrive à accueillir des gens nouveaux régulièrement, et de tous les âges d'ailleurs, quelles que soient les tranches d'âge. Il y a un taux de fidélisation qui est important dans notre fédération parce qu'il y a l'esprit club alpin justement, on en parlait tout à l'heure, les gens sont très attachés à leur association, mais on arrive bien sûr à ouvrir les portes et à accueillir tous les ans des nouveaux publics. Un autre aspect de la fédération, c'est finalement votre implication pour la montagne, j'ai envie de dire.
avec une charte par exemple. Oui, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est là pour rendre la montagne accessible, mais également pour la préserver. Donc le club alpin, depuis son origine, et encore maintenant, et c'est quelque chose auquel on tient, est présent dans toutes les questions liées à l'aménagement, mais aussi à la préservation du milieu montagnard. Donc on est là pour justement essayer d'aider les collectivités à trouver des équilibres. Jusqu'où va-t-on dans l'aménagement des territoires? On est aussi présent dans tous les parcs nationaux, dans tous les conseils d'administration des parcs nationaux de montagne, puisque le club alpin a bien œuvré dans les années 60 pour la création du premier du parc national de la Vanoise. On a adopté une charte montagne et on essaie justement d'éduquer les publics à la spécificité du milieu montagnard pour préserver les terrains de jeu finalement. Avec carrément un plan d'action national en faveur de la On montagne. a un plan d'action national qui se décline. Alors bien sûr, on parlait de la formation tout à l'heure. Pour nous, on ne peut pas dissocier la formation De technique l'éducation. de l'éducation à l'environnement. Et puis pour nous, c'est important, je vais reprendre ce que disait Jacques-Yves Cousteau, on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Et donc les pratiquants de la montagne sont souvent des amoureux de la montagne, donc ils ont non seulement à cœur de la protéger, mais aussi à cœur de transmettre ces valeurs-là pour que d'autres publics prennent le relais. Mais est-ce qu'on pourrait dire aussi que vous êtes une association de défense de la montagne et de l'environnement un peu militante? On est une association de défense militante, mais avec un militantisme constructif, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des schémas d'opposition avec les collectivités territoriales, avec les stations de ski. Bien au contraire, on essaie de collaborer en apportant notre vision, mais aussi notre expertise, par exemple, pour aller vers une montagne 4 saisons et pour aider les stations de ski et les communes à imaginer d'autres activités, d'autres modèles économiques autour d'autres activités que le tout ski, même si le ski est une activité importante et c'est aussi une activité importante au sein du club alpin. Nicolas Reynaud, est-ce que finalement le monde associatif a quelque chose à dire au monde de la montagne, a quelque chose à faire en plus? Le monde associatif fait partie du monde de la montagne, on tient à faire partie de ce milieu-là. Vous savez, il y a deux instances nationales, il y a le Conseil national supérieur des sports de montagne et il y a le Conseil national de la montagne. Et on est la seule fédération à siéger dans les deux, alors qu'il y en a un qui dépend du ministère des Sports et l'autre qui dépend du ministère de l'Aménagement du Territoire. Et pour nous, c'est indissociable. On ne peut pas développer les pratiques si on ne travaille pas sur l'aménagement et le développement des territoires. Eh bien, Nicolas Reynaud, président de la FFCAM, Fédération française des clubs alpins de montagne, merci à vous. Point de vue depuis le village sportif UCPA de Valloires, qui se trouve donc derrière nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission est évidemment à revoir en replay sur notre site internet, montblanclive.com. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouveau thème. En attendant, bonne glisse à tous, essayez d'en profiter.